Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans l'épisode du jour, je vous propose de redécouvrir mon échange avec Sarah Toumi, directrice d'Acacias Farol. Et en 2006, c'était l'année internationale des déserts et de la désertification, et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'était pas un phénomène qui touchait que mes grands-parents à Sfax en Tunisie, mais qu'en fait, ça touche les 2/3 des terres arables dans le monde. Donc en fait, que c'est un problème mondial qui est amplifié par les changements, les réchauffements climatiques, et qui va causer des grands problèmes socio-économiques, notamment des migrations, des nouveaux réfugiés climatiques. Pour donner un exemple, dans la région du Sahel, on s'attend à 300 millions de réfugiés climatiques qui devront partir d'ici 2040. Il y a plus d'1 an, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Sarah Toumi sur la désertification et sur ses actions, notamment en Tunisie. La désertification est un sujet dont vous entendrez de plus en plus parler. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir pour les plus assidus son parcours, tout comme ses nombreux enseignements. Comment limiter la désertification ? Quelles sont les conséquences que peuvent avoir la désertification sur l'homme et son environnement ? Quelle est la vision de Sarah pour changer d'échelle ? C'est un des échanges qui m'a le plus marqué depuis le début du podcast. Depuis l'enregistrement de l'épisode, il y a plus d'1 an, Sarah continue d'ailleurs son combat contre la désertification en travaillant au sein de l'ONU sur la Grande Muraille Verte. Je vous partage un lien pour en savoir plus dans la description de l'épisode. Et je laisse place donc à mon échange avec Sarah. Très bonne écoute. Donc dans ce nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Toumi. Comment vas-tu, Sarah ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vais démarrer l'épisode de Demain est durable comme nombreux épisodes de Demain est durable par une question claire et plutôt abordable. Qui est Sarah Toumi ? Sarah Toumi, c'est une personne qui essaye de transformer des rêves en réalité et de construire des utopies concrètes qui pourraient éventuellement rendre le monde meilleur un jour. Ok, c'est un beau projet. Du coup, je vais essayer de revenir sur ton parcours de manière globale pour comprendre un peu plus d'où te vient l'idée d'entreprendre sur les différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder pendant cet entretien et pendant cette interview. Plus globalement, d'où vient toi du coup l'idée d'agir sur des sujets d'agroécologie, de biodiversité que tu portes en Tunisie et en France? En fait, j'ai la chance d'être ce qu'on appelle un hybride culturel, à savoir j'ai une mère bretonne et un père tunisien, et je suis née à Paris. Donc
En fait, j'ai été forgée par différents environnements et différents contextes et différentes cultures. Et du coup, dès mon plus jeune âge, ça m'a permis de mettre en comparaison ces différents environnements qui m'entouraient et de me rendre compte qu'il y avait un problème d'inégalité sur la planète et que en fait la principale source de ces inégalités c'est le problème d'accès aux ressources naturelles. Et donc mes grands-parents sont des deux côtés, français et tunisiens, des agriculteurs et c'est voilà un peu ça s'est transmis un peu dans mon sang ou dans mon ADN, je sais pas, mais cette envie de restaurer les écosystèmes et de changer les pratiques agricoles. Déjà en Tunisie, donc où j'ai lancé Acacias for All en 2012, donc en mettant en place des filières agroécologiques. Donc c'est pas seulement accompagner les agriculteurs pour transformer leurs pratiques pour préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité, mais c'est aussi les intégrer dans des chaînes de valeur qui leur permettent de mieux gagner leur vie et d'être rémunérés à juste prix pour leur travail. Ok. Sur Acacias for All, on va y revenir juste après. Sur toi, l'envie du coup d'agir sur ces enjeux d'agroécologie, du coup, ça devient concrètement de tes grands-parents, en tout cas de ce que tu as pu vivre en France et en Tunisie. Pourquoi t'être lancé plus en Tunisie qu'en France sur Acacias for All? En fait, je me suis lancée en Tunisie, je pense, un peu parce que j'étais à une époque où je me cherchais aussi, je cherchais mon identité en tant que... J'avais 24 ans et en tant que franco-tunisienne, j'étais déjà très engagée en Tunisie parce que mon père, j'avais créé une association avec mon père quand j'avais 11 ans. Donc ça s'est fait un peu naturellement. J'étais engagée en France, j'avais créé un incubateur de projets sociaux et environnementaux à la Sorbonne où j'étudiais. Mais j'avais l'impression qu'il y avait plus d'urgence en Tunisie, il y avait finalement qu'on avait plus besoin de moi et que moi aussi j'avais besoin de partir à la rencontre de cette autre partie de moi-même. Et je crois que ça a beaucoup motivé mon choix. Mais aujourd'hui, maintenant j'ai 33 ans et je commence à réfléchir aussi à m'engager en France. C'est toujours important de s'engager où que ce soit, hein, dans tous les cas. Sur Acacias for All, du coup, tu as pu nous expliquer concrètement ce que vous faites ce que tu fais et ce que vous faites. J'imagine que vous êtes plusieurs sur ce projet-là en Tunisie. D'où te vient l'idée concrètement et comment est-ce que tu as pu faire au début pour justement te lancer sur ce sujet? Alors, en fait, ça a été très progressif. J'ai commencé à travailler sur ces questions de désertification en 2005-2006, où justement mes grands-parents donc tunisiens sont de la région de Sfax, ils sont des producteurs d'huile d'olive. Et donc moi comme j'y allais chaque été, donc j'avais chaque année, d'année en année, je pouvais observer les changements. Parce que quand on y va quelquefois dans l'année, on peut voir des changements qui sont imperceptibles pour les gens qui vivent là-bas. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de désertification. La désertification, c'est à la fois l'érosion des sols et le stress hydrique. Et en 2006, c'était l'année internationale des déserts et de la désertification. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'était pas un phénomène qui touchait que mes grands-parents à Sfax en Tunisie, mais qu'en fait, ça touche les 2/3 des terres arables dans le monde. Donc en fait, que c'est un problème mondial qui est amplifié par les réchauffements climatiques et qui va causer des grands problèmes socio-économiques, notamment des migrations, des nouveaux réfugiés climatiques. Pour donner un exemple, dans la région du Sahel, on s'attend à 300 millions de réfugiés climatiques qui devront partir d'ici 2040. Donc c'est vraiment un problème qui est énorme. Et moi, ça m'avait vraiment, on a tous des choses qui nous passionnent, qui nous prennent aux tripes. Ça a été vraiment pour moi quelque chose de très important et un problème que jusqu'à aujourd'hui j'essaye de résoudre à mon échelle. Donc du coup sur ces sujets d'agroécologie, comment est-ce que t'es venu l'idée d'agir sur ces sujets-là plus particulièrement? Est-ce que c'est venu de partie de tes études notamment? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as lu des livres pour te être
va dire pertinentes pour pouvoir lancer ce type de projet? Comment est-ce que tu as fait? En fait, mon projet, il a beaucoup évolué. Quand j'ai démarré en 2012, mon idée, c'était d'abord de planter des acacias, notamment des types d'acacias qui poussent dans les zones arides. Donc, l'acacia radiana, l'acacia sénégalensis, notamment c'est des acacias qui produisent de la gomme arabique et qui poussent dans des zones qui font moins de 100 mm de pluie par an. Et l'idée, c'était vraiment de créer des haies autour des oliveraies déjà pour protéger ces écosystèmes de l'avancée de la désertification. Au départ, c'était ça. Mais en fait, confronté à la réalité du terrain, confronté aux agriculteurs, les agricultrices notamment avec lesquelles je travaillais, à des experts dans les divers domaines eau, forêt, agriculture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas suffisant. Oui, il faut faire des haies, il faut adopter les pratiques de l'agroforesterie, donc réintroduire les arbres et les haies dans l'agriculture, mais c'est pas suffisant en zone aride, il faut aussi reconstituer les sols dégradés. Donc comment on reconstitue un sol? On met du compost, on met du fumier, on travaille la terre pour qu'elle soit plus malléable, et puis ensuite on plante des espèces qui sont adaptées et idéalement qui sont endémiques pour créer un couvert végétal qui va protéger le sol de l'érosion. Donc l'érosion, c'est le vent qui pousse le sol fertile. Et donc une fois qu'il a enlevé la couche de sol fertile, il reste que cette couche de sable. C'est le sable du désert, quoi. Le sable du désert, il est improductif. On peut rien faire pousser là-dessus, sauf des palmiers et quelques autres choses dont je pourrais parler éventuellement plus tard. Mais donc le projet a évolué et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme aussi sur les techniques de régénération, donc de restauration des écosystèmes. Et l'agroécologie, selon moi, répond de manière la plus globale aux différents enjeux pour les zones arides. C'est-à-dire que dans l'agroécologie, on intègre notamment la permaculture. Mais la permaculture, c'est une dimension de l'agroécologie. La permaculture, c'est donc la capacité de designer des écosystèmes en imitant la nature et la forêt, en reconstituant des jardins-forêts. Donc, les jardins-forêts, ce sont des espaces plantés en étages, comme l'oasis. Et en fait, en apprenant la permaculture, je me suis rendu compte que finalement, c'était les techniques ancestrales des oasiens, notamment en Tunisie. On a des oasis remarquables qui imitent la nature. Et donc, j'ai continué ma formation là-dessus, et puis après, ça a été beaucoup de pratique et sur le terrain pour trouver des méthodes aussi qui soient adaptées aux zones arides, parce que finalement, en Tunisie, c'est encore très nouveau, et en Afrique du Nord en général. Et donc, jusqu'à présent, il y a très peu de contenu de formation. Donc, il y a besoin d'aller parler aux différents experts en gestion de l'eau, en gestion des sols, en gestion de production végétale, des paysagistes, pour arriver finalement à avoir une vue d'ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Ok. C'est un projet assez incroyable quand même de pouvoir entre guillemets repousser le désert pour planter des zones agricoles pour aider du coup les agriculteurs sur place. J'arrive pas à me rendre compte à quel point j'imagine que c'est très compliqué du coup d'avoir de faire ces différentes zones. Ça prend du temps pour régénérer les sols, pour apporter suffisamment de vie au sol pour aller commencer à faire pousser des légumes, des fruits, etc. Il faut compter au moins 3 ans pour commencer à avoir un résultat. Donc, c'est-à-dire que la première année, déjà, il faut planter les arbres forestiers, donc c'est les acacias notamment. Donc parce que les arbres forestiers, en fait, déjà, ils vont fixer le sol. Donc, avec leurs racines, ils vont aller consolider le souterrain et aussi l'ouvrir. Parce on n'est pas que dans des zones où c'est du sable, on est aussi dans des zones où c'est très argileux, donc le sol est très compact. Et quand il est très compact, rien ne pousse. Donc ça, c'est la première année. Et puis, commencer à abonder avec du compost, du fumier. Et donc, il y a un travail aussi de la terre, de retourner la terre, de mélanger la terre avec cet amendement organique. Ça, c'est la première phase. Et puis planter à la volée des herbes, des fleurs
voilà, n'importe quoi qui puisse pousser et qui puisse couvrir le sol. Ça, c'est la première année. Et la deuxième année, on commence à planter les arbres fruitiers. On fait un nouvel amendement organique, un nouveau travail du sol. Et là, on va planter les fruitiers, qui constituent le deuxième étage de notre oasis, et commencer à planter des cultures maraîchères. Et c'est vraiment... Et des plantes aromatiques et médicinales aussi, parce que souvent elles sont bien adaptées à la sécheresse. Je citerai par exemple le romarin, le thym, qui voilà sont des plantes qui poussent dans des zones relativement arides. Et à la troisième année, quand les arbres ont poussé et que le sol est fixé, et on commence à voir visuellement ça commence à voilà donner quelque chose. Parce que on a le retour des insectes, donc les coccinelles, les papillons. Nous, dans nos projets, on essaie toujours d'intégrer aussi des ruches d'abeilles parce que ça accélère le processus de régénération. Parce que les abeilles, en butinant les fleurs et tout, elles pollinisent et donc elles aident les plantes aussi à grandir. Sont des petits jardiniers. Les coccinelles, elles mangent les pucerons, les pucerons qui sont élevés par les fourmis. Les fourmis qui sont essentielles parce qu'elles creusent des cavités dans le sol et elles participent justement à aérer le sol. Puis après, on commence à voir le retour des vers de terre qui voilà aussi sont essentiels pour la vie du sol et donc la vie du jardin et de la parcelle agricole. Et donc ça prend énormément de temps, ça prend énormément aussi d'énergie humaine parce que il faut, c'est à la force des bras. Bon, on peut utiliser des machines quand c'est des projets plus grands, mais les projets sur lesquels je travaille ne dépassent pas 5 hectares. Et voilà, et ça demande en fait énormément de mobilisation humaine et de volonté et de persévérance parce que les premières années, en fait, on n'a pas vraiment de retour de satisfaction. Et du coup, ça c'est un des problèmes sur le sujet de l'agroécologie ou de la régénération en général, c'est que les gens se découragent vite parce qu'ils se disent ça n'a pas marché, alors qu'en fait il faut laisser le temps à la nature de se réparer. J'ai peut-être une question un peu bête, mais est-ce qu'on pourrait potentiellement faire pousser créer une forêt basée sur l'agroécologie en plein désert, ou est-ce que c'est justement la limite qu'on peut se fixer, c'est entre justement le désert et le début du désert entre guillemets? C'est quoi la limite de tout ça? Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait il y a de l'eau dans le désert. En l'occurrence, dans le désert du Sahara, on a une des plus grandes sources d'eau de la planète, souterraine, mais cette source d'eau, elle est non renouvelable. Et donc la question qui se pose, elle est éthique, c'est de savoir, oui, scientifiquement, on pourrait tout à fait reverdir tout le Sahara, il y a de l'eau, il faudrait puiser cette eau et planter, et après utiliser des espèces adaptées, donc avec ce travail du sol, la constitution de haies, comme je vous ai expliqué, et planter des espèces adaptées qui aiment le soleil, sous forme de forêt-jardin oasien, donc avec des palmiers en haut, et puis en dessous des arbres fruitiers, et puis encore en dessous des plantes et des légumes, pour simplifier. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce qu'on a envie de dilapider la ressource hydrique des futures générations? C'est une question assez difficile. Et je pense pas que ça soit vraiment nécessaire à l'heure actuelle d'aller conquérir le désert, mais plutôt au contraire de voir cette zone justement entre deux, ce qu'on appelle pour le Sahara la zone du Sahel au sud et au nord du Sahara, qui est en fait cette zone entre deux qui est en cours de désertification, mais où il y a un vrai problème parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Et donc ces personnes, elles sont touchées par la désertification parce que ça a un impact direct sur leur vie quotidienne. Donc c'est les maisons qui sont régulièrement recouvertes de sable, c'est des pertes économiques en termes de rendement agricole, et donc là, il y a l'enjeu éthique se pose de dire là on peut pas laisser ces gens dans cette situation parce que
si n'ont plus de, si n'ont plus un écosystème viable, ils vont devoir partir. Ils vont partir où? Et donc ils vont mettre davantage de pression sur les ressources, plus au nord, plus au sud, ça dépend de quel côté on se situe du Sahara. Et là, on parle d'instabilité sociale, d'instabilité politique, d'instabilité sécuritaire. Et donc, pour moi, je pense que c'est essentiel justement de restaurer cette bande-là du Sahel, au nord comme au sud, à travers les techniques de régénération, justement pour offrir à ces populations et à aux générations futures leurs descendants, la possibilité de préserver leur écosystème, de préserver aussi leur culture, la culture qui est associée à leur lieu de vie, à leur environnement, à leur région, et puis de continuer à vivre dignement. Voilà. Et là, on voit bien que les projets de restauration des écosystèmes en zone aride dépassent l'écologie ou dépassent l'économie, quand vraiment on parle de questions d'éthique, en fait, sur l'avenir de la planète et de la population humaine. Et sur ces zones du coup du Sahel, lorsque du coup vous allez pouvoir au bout de 3 ans aller créer des forêts jardins comme tu l'indiquais, quelle quantité d'eau il y a besoin? Est-ce que c'est de l'eau naturellement qui vient des pluies qui arrive à du coup maintenir ces forêts jardins, ou est-ce que il faut vraiment un apport fort d'eau sur ces parties-là? Alors, le problème de ces zones-là, c'est que justement, il y a quasiment pas de pluie. Donc, on est obligé de puiser de l'eau. On est obligé d'utiliser des systèmes d'irrigation d'appoint. Et donc, tout l'enjeu aussi, c'est de choisir les espèces qui sont les moins consommatrices en eau, pour pouvoir économiser la ressource et pour avoir finalement un ratio, eau vs intérêt environnemental, économique et social qui soit équilibré. C'est pour ça que par exemple, on va limiter le nombre d'arbres à l'hectare, par exemple, à 600 arbres par hectare, alors que dans des zones tropicales ou dans des zones même méditerranéennes, on peut aller facilement jusqu'à 1200 arbres à l'hectare. Mais là, donc, vu les conditions climatiques, on se limite. Et on ne choisit que les espèces les moins consommatrices en eau, qui arrivent finalement à l'hectare à l'année, et une consommation d'environ 400 mètres cubes d'eau par an. Ce qui est en fait 10 fois inférieur à ce qui se fait dans l'agriculture conventionnelle, où on est plutôt à 4000 mètres cubes d'eau par an. Donc t'as démarré du coup à Cassas for All en 2012. Qu'est-ce que t'as fait ensuite par la suite? Et comment tu te retrouves après, je crois que c'est en 2017, pour en membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Comment est-ce que ça se passe du coup ce switch, mais cette évolution on va dire que c'était un hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc moi j'étais en Tunisie de 2012 à 2017. J'habitais dans un village pour avancer sur Cassas for All, sur la stratégie, sur l'implémentation, sur tout ça. Et en 2017, j'ai été contactée par la présidence française pour rejoindre le Conseil présidentiel pour l'Afrique, justement pour apporter des éclairages sur comment la France pourrait soutenir les sociétés civiles africaines qui travaillent sur les questions de climat, d'agroécologie et de préservation des forêts, mais sous un angle du coup vraiment différent. Donc parce que moi j'ai jamais fait de politique, ou je suis pas du tout encartée dans un parti, ni en France ni en Tunisie d'ailleurs, et en fait c'est ça qui les intéressait, c'est d'avoir un regard extérieur et neutre, et un regard qui vient du terrain aussi. Donc on est tous franco-africains, on va dire, dans le conseil. Et on a tous des spécialités différentes. Donc ça passe de l'éducation au numérique à la santé, en passant par, pour moi, l'agroécologie. Et voilà, et ça s'est fait par hasard, et finalement je dis un heureux hasard, parce que moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur en fait comment fonctionnent les politiques publiques, comment fonctionnent les politiques de développement, comment fonctionnent les institutions internationales,
Et c'est quelque chose que j'avais jamais exploré avant, parce que j'en avais pas eu l'occasion. Et parce que j'étais très sur le terrain, dans la pratique, dans le concret. Et en fait, pour moi, ça a été très intéressant parce que ça m'a permis aussi de penser plus grand. Et justement, ces sujets politiques, justement de compréhension des différentes institutions, est-ce que ça t'aide au quotidien pour aller justement chercher plus pour Acacias for All? Moi, je pense que Acacias for All, c'est une pièce dans un grand puzzle. C'est pas Acacias for All qui résoudra les problèmes de désertification, même en Tunisie tout seul ou à travers le monde en général. Je pense qu'au contraire, il faut réussir à identifier en fait tous les acteurs qui, comme moi, se sont engagés sur ces questions et en fait de les fédérer pour voir comment justement on peut avoir un impact beaucoup plus grand, un changement d'échelle, parce qu'en fait la difficulté, comme je disais au tout début, c'est que ça demande énormément d'énergie de travailler sur ces sujets. Et c'est pas forcément gratifiant au départ parce qu'on met du temps à voir l'impact arriver et les gens se découragent assez vite en général. Et du coup, ça demande d'avoir beaucoup de souffle et donc je pense que finalement pour moi, ça m'a permis de voir que peut-être que ma stratégie à l'avenir, c'était pas de développer Acacias for All en soi dans les autres pays, mais plutôt de trouver des gens comme moi, on va dire, qui partagent cette passion, qui partagent cette envie, partagent cette détermination pour reverdir les zones semi-arides arides et puis du coup travailler avec eux. Sur ce conseil présidentiel pour l'Afrique, du coup tu m'indiquais que vous étiez plusieurs du coup sur différentes thématiques à agir pour l'Afrique directement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? J'arrive pas en fait à me conceptualiser c'est quoi les actions en fait que vous mettez en place vous de votre côté. Est-ce qu'il y a des actions clés que tu pourrais me citer? Comment ça se passe sur ça? Oui, alors en fait nous dans un premier temps le conseil aujourd'hui a 3 ans et il est à sa 2e version. On a des membres qui ont quitté, des membres qui ont rejoint. Il faut savoir que dans un premier temps, ça a été beaucoup de la rédaction de notes. Il y a aussi des voyages, donc des déplacements dans des pays africains, la rencontre d'acteurs des sociétés civiles pour identifier les meilleures pratiques, des projets intéressants qu'il faudrait pousser. Et puis ensuite, ça a donné lieu à certains grands événements. Bon, et du coup, il y en a qui ont été annulés à cause du Covid, mais notamment, on a travaillé sur le sommet Afrique-France des villes et territoires durables, qui devait rassembler au mois de juin dernier, c'était 5000 participants de toute l'Europe et toute l'Afrique sur les questions de villes et territoires durables. Donc, ou bien la saison Africa 2020, qui est en fait qui avait pour objectif et donc elle qui aura lieu normalement de décembre 2020 à juillet 2021, qui est organisée par l'Institut français et qui en fait vise à inviter les artistes et les innovateurs africains en France pour exposer leurs talents, exposer l'Afrique d'aujourd'hui et casser aussi avec les préjugés que les Français pourraient avoir sur l'Afrique jusqu'à maintenant. Et ça a été aussi la création d'une plateforme qui s'appelle Digital Africa, qui vise à connecter les innovateurs tech avec africains et européens, avec la mise en place d'une facilité par l'AFD d'un fonds. Voilà, c'est quelques idées comme ça, mais en fait, nous, le travail du conseil présidentiel, qui est un conseil bénévole, on a signé une charte éthique, donc on est indépendant de la présidence du parti du président, et notre rôle, c'est plutôt d'être un peu des lanceurs d'alerte, d'identifier les meilleures pratiques, d'identifier aussi qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le système, dans la relation entre la France et les pays africains, comment créer un nouveau narratif qui soit plus construit sur la colonisation, sur cette idée entre guillemets de condescendance que pourrait imaginer. Enfin, certaines personnes en Afrique vont dire que les Français sont encore condescendants par rapport aux questions de colonisation notamment et du passé colonial de la France avec l'Afrique. Donc comment
construire une nouvelle relation qui soit plus basée sur ça, mais qui soit plutôt basée sur le respect et le dialogue et la collaboration. Pour toi, d'où viendra le changement, vu que tu as maintenant les deux facettes politiques et entrepreneuriales, d'où viendra le changement justement pour aller pousser les gens à agir sur ces sujets-là de développement durable, de tous ces sujets en fait qui nous permettent d'aller limiter le réchauffement climatique? Alors, je pense qu'il y a deux échelles. D'abord, il y a l'échelle justement politique internationale où il faut que les personnes qui ont une expérience de terrain et une connaissance fine des enjeux à l'échelle micro puissent conseiller les politiques publiques internationales et notamment la façon dont l'argent doit être dépensé, parce que en fait, si on regarde les grandes institutions internationales, il y a des milliards qui sont à disposition, mais en réalité, souvent, ils trouvent pas de projets parce que les projets ne sont pas assez, assez matures pour utiliser le jargon. Sauf que, en général, ce sont ces projets-là qui ont un vrai impact sur les communautés localement. Et donc, il y a un travail aussi de notre côté, des gens qui savent ça parce qu'ils sont sur le terrain, d'aller conseiller, d'aller essayer de changer des pratiques de financement et d'accompagnement à l'échelle macro, pour que ça redescende à notre échelle micro en quelque chose de très concret, à savoir des financements qui soient adaptés aux réalités du terrain. Et pas parce que je vous donne un exemple. Moi, je connais beaucoup de PME, notamment sahéliennes, qui travaillent sur l'agroécologie ou l'agriculture en général, et qui sont à la recherche d'1 million, 1,5 million d'euros, et qui n'arrivent pas à les trouver parce que les bailleurs ou les institutions financières ne peuvent pas les financer, tout simplement parce ils répondent pas aux critères. Ils sont entre guillemets trop risqués, juste déjà parce qu'ils sont dans le domaine de l'agriculture et déjà c'est un domaine risqué. Et donc, en fait, si on change pas ça à l'échelle macro, c'est cette idée que l'agriculture c'est risqué, qu'on peut pas investir, sauf si c'est déjà un projet mature, établi, en fait, on pourra jamais changer les choses parce qu'il y aura jamais assez de financement disponible. Et quand je dis disponible, c'est disponible vraiment qui descendent sur le terrain pour financer le changement que l'on veut voir, parce que ça coûte de l'argent de régénérer des écosystèmes, qu'on le veuille ou non, même si ça demande beaucoup d'énergie humaine et la force des bras, il faut quand même de l'argent. Et l'autre côté, c'est le côté micro, c'est le côté société civile, c'est continuer à alerter les gens sur l'état de la planète, sur l'état de dégradation, sur l'extinction de masse qui est en train de se produire. Et je pense que c'est intéressant parce que en ce moment on voit beaucoup on voit des plateformes comme Netflix. Je rentre pas dans le débat sur Netflix, mais qui postent des séries comme The Planet, Our Planet, ou voilà, des séries qui montrent en fait à la fois la beauté et la fragilité de nos écosystèmes, et qui donnent aussi à réfléchir aux gens devant Netflix entre deux séries, et de se dire mais oui, en fait il y a des gros problèmes, et comment je pourrais contribuer. Et après, la deuxième phase de ça, c'est d'avoir des ONG et des acteurs de la société civile qui proposent des solutions concrètes. Et bon, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais en tout cas t'agis assez exceptionnellement sur ces sujets-là. Donc c'est assez intéressant d'avoir ton retour sur ces deux facettes. Toi de ton côté mais comment est-ce que tu te vois toi par la suite? Est-ce que tu te vois davantage entrepreneur à continuer à lancer des entreprises, ou à bien entendu continuer à faire grossir Acacias for All, ou plus agir sur les enjeux politiques en France, ou même peut-être en Tunisie? En fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le confinement. Jusqu'où va l'engagement et jusqu'où on peut changer les choses. Moi, quand j'avais 24 ans et que j'ai commencé, j'étais vraiment persuadée que je pourrais changer énormément de choses. Là, j'en ai 33 et j'ai commencé aussi déjà à me changer moi-même, et déjà à contrôler à faire ce que moi je peux à l'échelle que moi je peux contrôler.
À savoir Acacias for All aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 agricultrices, c'est 700 000 arbres plantés, c'est voilà 3 groupements de développement agricole créés et 5 partenaires internationaux qui achètent nos produits et une marque en marque nationale en Tunisie. Et du coup ça c'est gérable et on le fait bien et on avance tranquillement. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Je crois qu'aller plus loin, en tout cas, sur Acacias for All, on va pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va renforcer et structurer davantage notre organisation, qui est encore jeune et qui, je dois le préciser, jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié de financement d'investisseurs ou de bailleurs ou quoi que ce soit. On est vraiment bottom-up. On s'est construit un peu tout seul. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi sur la relation sud-sud. C'est-à-dire que moi, quand j'ai visité des pays africains, donc dans le cadre de ma mission au Conseil présidentiel pour l'Afrique, j'ai rencontré des gens, c'était mes alter ego en Tanzanie, enfin Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger. Et en fait, c'est des gens comme moi qui s'engagent à leur échelle et qui essaient de faire des choses pour lutter contre la désertification. Et du coup, j'ai plutôt envie, moi, de m'associer avec ces gens-là et puis d'avancer, en fait, de partager nos pratiques, partager nos expériences et puis d'avancer ensemble sur éventuellement comment on peut se rassembler tous ensemble pour arriver à capter les fonds dont on a besoin pour chacun à notre échelle, régénérer nos écosystèmes. Parce que je crois que la situation, elle est quand même à l'échelle de chaque pays, à l'échelle de chaque région, elle est différente. Et donc je pense qu'il faut aussi laisser le leadership à chaque communauté pour s'organiser, pour émerger. Et on peut pas forcer ça. Et ça, je pensais au tout début quand j'ai commencé, je pensais que ça serait facile on va créer des communautés, on va les mobiliser, on va les former, on va les accompagner, puis ils vont. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Souvent, en tout cas, les premières années, il y a besoin d'un leader qui, justement, c'est cette personne qui a le souffle nécessaire pour continuer à porter le projet, mais s'il n'y a pas encore de résultats. Et du coup, je me pose encore beaucoup de questions, comme vous pouvez constater. Mais en tout cas, je pense que c'est que le début. Enfin, j'espère. En tout cas, je viens de fêter mon premier tiers de siècle, 33 ans, et du coup, je vais continuer à réfléchir à cette question. Je vais revenir du coup sur ce que tu disais juste avant, sur ton envie d'aller agir justement sur de manière plus globale avec les différents acteurs des différents pays, pour aller sur un peu tes conseils pour justement se lancer. Toi de ton côté, tu t'es du coup lancé en 2012 avec l'envie d'aller réduire la désertification et de lancer sur ces sujets d'agroécologie et de biodiversité. Comment est-ce que tu as fait le pas pour justement te lancer directement et agir concrètement malgré la forte difficulté, comme tu disais, des premières années sans fonds, comme tu le disais aussi auparavant? Alors en fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi. En fait, Acacias for All, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Donc ça faisait 5 ans que je réfléchissais plus ou moins à la question. J'étais étudiante et tout, et j'étais en France. Et en fait, quand je me suis lancée, c'était un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que je venais de finir mon master et je me suis dit, bon, allez, je prends 1 an. Prends 1 an et puis si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, je reviens à Paris et puis je trouverai un job ou bien je crée une entreprise ici. Enfin, on verra. Mais je me suis pas trop posé de questions. J'y suis allée et j'ai eu de la chance. Ça a marché. Et je crois qu'après il faut un peu croire en sa bonne étoile et puis savoir s'entourer aussi. Donc moi je me suis entourée des bonnes personnes au tout début pour démarrer, des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue. Ça peut être intéressant de passer par des incubateurs ou passer par des dispositifs d'accompagnement. En tout cas, je pense quand on entreprend comme ça entre la France et un autre pays,
c'est très important d'avoir un réseau sur place et de connaître quelques personnes parce que sinon ça peut être difficile. Aussi parce que souvent c'est pas la même culture et enfin, forcément, mais moi, même si je suis franco-tunisienne, en réalité, j'ai la culture française, j'ai pas la culture tunisienne, donc il y a des choses que je comprenais pas au début que je comprends très bien maintenant. Et je pense que c'est important d'avoir aussi des personnes sur qui on peut de temps en temps comment dire, un peu déverser son en fait quand on est entrepreneur et qu'on démarre, il y a toujours des phases d'excitation extrême et puis des phases un peu de déprime, on se dit on va jamais y arriver. C'est bien d'avoir des gens à qui on peut parler de ça sans être jugé et enfin voilà, à qui on peut déverser un peu toute cette énergie négative et puis qui vont dire non mais t'inquiète pas, ça va aller, et puis après le lendemain on reprend et ça va. Je crois que c'est vraiment important, mais vraiment pas trop réfléchir, se lancer, pas besoin d'avoir un business plan finalisé en entier parce que de toute façon entre la théorie et la réalité, il y a toujours 50 kilomètres. Entre les prédictions et les réalisations, il y a toujours aussi 100 kilomètres parce qu'au départ on sait pas, enfin voilà, au départ on apprend, et je pense qu'il faut vraiment voir le démarrage d'une entreprise comme aussi une expérience de R&D, recherche et développement, où on pose les jalons et les fondations de quelque chose qui va grandir, mais il faut pas être trop pressé. Moi personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais trop pressée, je voulais aller trop vite, et en fait il faut au contraire, oui, il faut pas réfléchir et se lancer, mais ensuite, il faut quand même avoir une stratégie et essayer de la tenir au moins sur la première année pour tester des choses et voir si elles marchent ou pas. Ce que les informaticiens appellent en mode agile. Donc voilà, on teste des choses, on regarde si ça marche ou ça marche pas, et ensuite on avance par jalons. Et du coup, ça permet aussi de verrouiller certaines choses, de verrouiller certains acquis, et de pas partir dans tous les sens. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est de partir un peu dans tous les sens, de vouloir tout faire en même temps, de vouloir avec des ressources qui sont limitées, parce qu'il faut pas oublier que quand même le nerf de la guerre en entrepreneuriat, c'est la ressource financière. Et faut pas oublier que les ressources sont pas illimitées, donc faut bien les placer au bon endroit au début pour ensuite les fructifier. Ok. Et c'est justement un peu ce que tu as fait sur le début d'Acacias for All, j'imagine, avec ce que tu disais tout à l'heure, avec toi en tout cas l'ambition d'aller planter justement des acacias sur cette région pour ensuite évoluer et aller chercher plus de diversité. C'est un peu ça pour toi l'évolution que tu as pu avoir dans les premières années d'Acacias for All? Oui, et puis au départ, en tant qu'entrepreneur social, c'est vrai qu'il y avait énormément d'engouement, donc les gens me contactaient et moi je savais pas dire non. Donc je disais oui, mais bien sûr, rejoignez-nous, c'est super. C'est super que tout le monde s'intéresse à ça. Mais après, derrière, il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir délivrer un service de qualité. Et c'est ça qu'on demande à un entrepreneur, délivrer des services de qualité et des produits de qualité. À l'occurrence, nous, on n'était pas capable de s'engager auprès de tous ces gens qui nous ont contactés et à qui j'avais dit oui, parce que moi, je pensais que, en fait, pour moi, je pensais que ces personnes-là, elles allaient s'inspirer et répliquer. Alors qu'en fait, non, eux, ils attendaient vraiment un service, à savoir que on les accompagne, qu'on les forme, qu'on leur dise quoi planter, qu'on leur trouve des marchés aussi, des débouchés économiques. Et tout ça, à l'époque, on était une petite équipe, on était incapable de faire ça. Donc aujourd'hui, on s'est recentré sur 3 groupements, 3 villages, avec nos agricultrices, et puis on construit en fait, et puis du coup, ça rayonne petit à petit, ça s'agrandit. Voilà, au fur et à mesure que les marchés grossissent et que nos capacités aussi en ressources humaines elles grandissent. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de contenu, de vidéos, livres ou formation de manière globale, hein? Pour toi, c'est quoi qui fait justement avancer cette conscience écologique et qui a fait avancer la conscience écologique chez toi? Je pense que c'est intéressant, même si c'est pas une passion, même si on a envie de se lancer là-dedans parce qu'on est passionné d'entrepreneuriat et pas d'écologie forcément, c'est intéressant d'aller sur le terrain, faire des formations en permaculture, apiculture, horticulture, recyclage, réparation de vélos, économie circulaire, tous ces sujets-là, recyclage de déchets, tous ces sujets-là pour s'imprégner aussi, comprendre comment ça marche, parce que ça aussi, ça permet de forger
pour un entrepreneur des idées de business et aussi de comprendre les attentes des consommateurs. Parce que du coup, en participant à ces formations, on rencontre des experts, on rencontre des utilisateurs, et du coup, ça permet de sentir les trends qui feront ensuite un bon business model. Et puis après, il faut lire des livres. Alors, vous allez, je sais pas, à la Fnac ou n'importe quelle librairie dans le rayon écologie, environnement, jardinerie, et puis voilà, trouver les choses qui vous intéressent, et puis pas la peine de tout lire, mais d'essayer de voir des choses qui peuvent vous intéresser et ouvrir votre esprit là-dessus. Et je pense après que il y a énormément de potentiel pour les entrepreneurs de la tech, parce que tout ce qui est tech for good, tout ça, parce qu'en fait, je pense qu'aussi la transition écologique, elle ne se passera que grâce à une transition numérique, parce qu'en fait, le numérique va permettre d'accélérer et de fluidifier certains processus, et du coup de limiter l'impact sur les ressources. Donc le numérique, il va faciliter la gestion, par exemple des parcelles agricoles, il va faciliter la mobilité, comme on dit, la mobilité douce, la gestion des déchets, et aussi faciliter la coordination. Et donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on va pas forcément être obligé. Enfin, après, je pense que à force de voir des vidéos sur YouTube, voir des livres, oui, on peut regarder des séries sur Netflix, il y en a plein maintenant. Il y a Kiss the Ground, il y a Our Planet, et puis je trouve que du coup ça donne des idées, ça inspire. Et après, en fait, quand on plonge dans ce domaine, même quand on plonge juste un orteil, on finit par y plonger complètement, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est la clé de tout ce qui nous entoure. Et est-ce que du coup t'aurais tu nous as partagé quelques contenus sur Netflix particulièrement. Est-ce que t'aurais des livres peut-être que t'as lu récemment qui t'ont marqué ou... Alors oui, moi je lis beaucoup de biographies de personnes célèbres. J'ai lu la biographie de Wangari Maathai, c'est la première prix Nobel africaine qui avait créé le mouvement The Green Belt, et donc qui a planté des millions d'arbres au Kenya. Et en fait, c'est la première écologiste femme africaine qui s'est battue dans les années 70 et 80, donc ça remonte à 70, 80, 90 pour justement pour protéger les forêts de Nairobi, dans un premier temps, de Nairobi, donc la capitale du Kenya. Et je trouvais que son parcours était intéressant parce que elle a quand même elle en a pris vraiment beaucoup. Elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, mais quand même elle a tenu bon, et au final elle a atteint son objectif. Elle a planté 50 millions d'arbres, elle a employé des milliers de femmes au Kenya et dans d'autres pays aux alentours. Après, je pense aussi que c'est important de lire en tant qu'entrepreneur, de lire des success stories d'entrepreneurs un peu connus, pour voir aussi comment ils ont fait, comment ils ont surmonté les moments un peu difficiles de remise en question, parce qu'il y en a toujours. Et en fait, c'est comment surmonter les moments de remise en question qui vont faire la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui aura pas la force de continuer parce qu'il y aura toujours des problèmes. Enfin, il y aura toujours des problèmes, et il y aura toujours des solutions dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel sujet en général. Et en fait, c'est la capacité de l'entrepreneur à encaisser ces problèmes et à les transformer en solutions et à transformer en opportunités. Et du coup, voilà, n'importe quel entrepreneur qui vous inspire, lisez sa biographie, ça vous donnera des idées. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps, Sarah, aujourd'hui. C'était passionnant. Si on souhaite te contacter, si les auditeurs de Demain est durable souhaitent te contacter, comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Le plus facile, c'est sur LinkedIn, sur ma messagerie, je pense. Je réponds en général. Ouais, totalement, je confirme. C'est la manière dont j'ai fait pour te contacter. Merci beaucoup, Sarah, pour ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode, et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager, ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine.